La scène que vous observez actuellement se passe en mai 2008 sur l'autoroute M6, la plus longue autoroute du Royaume-Uni. BBC, la chaîne de télévision anglaise, suit le travail d'une patrouille de police locale dans le cadre d'un documentaire diffusé ultérieurement. 2 agents sont alors appelés sur un accident concernant 2 femmes qui viennent de traverser dangereusement les voies, créant le chaos parmi les automobilistes. Ils arrivent sur place, la caméra tourne, elle filme le petit briefing entre les agents routiers et les policiers, la situation semble sous contrôle. Quand soudain, salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Charlie. Merci à Noémie qui m'a suggéré il y a quelques temps maintenant l'histoire que l'on va découvrir dans quelques secondes, la troublante histoire des jumelles Eriksson. Petite présentation très rapide des jumelles Eriksson. On a donc Sabina et Ursula Eriksson, qui sont nées toutes les deux le 3 novembre 1967 à Sund, en Suède. Elles sont donc, je le répète, jumelles. Elles grandissent dans cette région, aux côtés de leur grande sœur Mona et de leur frère Björn. Rien, et ça c'est important de le souligner, dans leur vie ne laisse présager ce qu'il se passera plus tard. Elles n'ont connu, en tout cas selon la famille, aucun épisode psychotique, elles ne prennent pas de médicaments et leur casier judiciaire est vierge. À l'âge de 33 ans, après avoir évolué, grandi ensemble, eh bien elles quittent le pays pour faire leur vie ailleurs, chacune de leur côté. Sabina émigre avec son compagnon et ses 2 enfants en Irlande, tandis qu'Ursula va très loin, aux États-Unis. Nous arrivons donc au jour qui nous intéresse, le 16 mai 2008. Les jumelles sont alors âgées de 40 ans. Ce jour-là est un jour important pour elles puisqu'elles se retrouvent chez Sabina, dans le comté de Cork, en Irlande, pour passer du temps ensemble, après avoir été séparées pendant plusieurs années. Ursula fait donc le voyage des États-Unis pour se rendre chez sa sœur. Mais ce jour-là, leur comportement à toutes les deux va pour le moins être troublant, inquiétant. Elles vont avoir plusieurs actions totalement incohérentes. Tout d'abord, pour commencer, elles décident ce 16 mai de quitter soudainement le domicile irlandais de Sabina pour rejoindre Liverpool, en Angleterre, le tout en ferry. Elles débarquent à Liverpool après 12 heures de traversée le samedi 17 mai. Il est 8h30 le matin. La première chose qu'elles font en arrivant va marquer la deuxième action incohérente. Elles se rendent dans un commissariat de Liverpool et font d'étranges déclarations à la police. Elles expliquent donc aux agents être inquiètes pour les 2 enfants de Sabina, car celle-ci, je les cite, aurait eu une dispute avec son mari quelques jours plus tôt. C'est tout à fait possible, évidemment, c'est ce que se disent les policiers, mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas être allé porter plainte chez elle en Irlande? Les agents prennent la déposition de Sabina et lui disent qu'ils vont faire suivre à leurs homologues irlandais. 2 heures plus tard, tout va basculer. À 11h30, les jumelles sont à nouveau sur le départ. Ce coup-ci, elles décident d'aller à Londres. Elles embarquent dans un bus. Le voyage doit durer 5 heures. Et là aussi, leur comportement va interpeller les autres passagers, mais aussi le chauffeur du bus, qui remarque que, durant le trajet, ces 2 femmes, effectivement, assises côte à côte. Elles sont nerveuses. Elles s'agrippent à leur sac qu'elles ont refusé de mettre en soute. Pourtant, c'est quasiment une obligation. Comme si le contenu de ces sacs était précieux. Leur regard, c'est ce que dira le chauffeur, était inquiétant. Le chauffeur s'arrête à une station-service, c'était un arrêt qui n'était pas prévu. Il leur demande de descendre. Elles descendent du bus. Et leur dit que si elles souhaitent remonter dans le bus, elles doivent leur montrer le contenu du sac. En fait, le chauffeur a peur qu'elles aient en leur possession peut-être des engins explosifs. Il craint pour sa sécurité et pour la sécurité des passagers. Mais elles refusent catégoriquement. Alors il ne les autorise pas à réembarquer.
Il les laisse sur le parking de la station-service. Le directeur de la station-service va remarquer effectivement ces deux femmes, qui, selon ses dires, avaient, c'est vrai, un comportement assez nerveux, étrange, mais pas offensif. Il décide quand même d'appeler la police. Les policiers arrivent, font la connaissance de ces jumelles, mais les policiers estiment qu'elles ne sont pas menaçantes, qu'elles n'ont rien de dangereux sur elles, alors ils les laissent, sans engager plus de poursuites. Mais le bus est déjà reparti, je vous l'ai dit, sans elles. C'est comme ça qu'on va les retrouver quelques minutes plus tard en train de divaguer à pied sur l'autoroute, le tout sous les yeux des caméras de sécurité du réseau routier. Regardez. Elles viennent de partir de la station-service, elles se trouvent sur la voie centrale de l'autoroute M6. Et à un moment donné, sans qu'on ne comprenne pourquoi, elles sont aperçues en train de traverser à pied l'autoroute. Et là, eh bien c'est le chaos. Des voitures tentent d'éviter la collision. On comprend, avec ces images, qu'elles provoquent en fait volontairement cet accident. Encore une attitude, pour le moins, très troublante. La suite est très intéressante parce que, ironie du hasard, un équipage de police est suivi par une équipe de production de la BBC qui réalise en fait un reportage sur cette police locale. L'équipage en question, que vous voyez en ce moment à l'écran, est appelé par les agents routiers qui viennent d'observer la scène qu'on a vue ensemble, grâce aux images de vidéosurveillance, et se rendent donc immédiatement sur les lieux. En arrivant sur place, encore une fois, tout est enregistré. Les jumelles sont appréhendées. Elles sont mises sur le bas-côté de l'autoroute. Sabina, vous le voyez, est vêtue d'un long manteau rouge et Ursula, juste derrière, porte un blouson vert. C'est d'ailleurs elle qui, quelques minutes plus tôt, souvenez-vous, s'est faite renverser. Mais elle semble aller bien. En tout cas physiquement. La situation est calme. Les agents discutent au premier plan, on les voit, avec la femme policière, alors qu'au second plan, les jumelles fument une cigarette et parlent avec le deuxième policier. Tout semble sous contrôle. Quand soudain, Ursula parvient à se dégager et se met à courir de plus belle sur l'autoroute, suivie quelques secondes plus tard par Sabina. Toutes les deux sont à nouveau fauchées par des véhicules. Ursula est renversée par un camion, Sabina par le capot d'une Volkswagen. Les jambes d'Ursula ont été écrasées dans le choc. Sabina, quant à elle, va rester inconsciente 15 minutes. C'est le choc. Cette scène a choqué à la fois les automobilistes mais aussi les policiers. Mais ça ne va pas s'arrêter là, parce que quand les secours arrivent sur place quelques minutes plus tard, Sabina reprend ses esprits comme si de rien n'était et elle hurle à l'aide, alors que les secours sont près d'elle. Ursula est dans le même état. Elle crie également. Les deux sœurs ne veulent surtout pas être examinées par les médecins. C'est Sabina la plus agitée des deux. Voici ce qu'elle crie à sa jumelle. « Ils vont nous voler nos organes !» Juste après ça, elle assène un coup de poing violent en plein visage à un officier de police. Puis, elle va essayer de fuir comme le montrent une nouvelle fois les images, encore une fois, enregistrées par l'équipe de production qui est toujours sur place. Elle parvient à se défaire de la policière et passer sur les voies opposées. Les policiers finissent par rattraper les deux filles et les menotter. Ursula sera sédatée sur place, son état étant beaucoup trop agité, selon les autorités. Elle est téléportée à l'hôpital, alors que Sabina est emmenée en ambulance. Les deux jumelles sont emmenées séparément, c'est ce qu'on comprend. Et pendant ce temps-là, les policiers fouillent ce qu'ils trouvent sur l'autoroute, parmi les débris et parmi les affaires des jumelles. Ils vont retrouver dans les sacs de Sabina et d'Ursula pas moins d'une dizaine de téléphones portables. La question est simple. Pour quelle raison avait-elle besoin d'autant de téléphones? Une fois à l'hôpital, tandis qu'Ursula est encore sédatée et surveillée, sa sœur Sabina a déjà repris des forces et semble être redevenue plus calme, comme si la crise était passée. Elle n'a pas l'air de s'inquiéter plus que ça de l'état de sa sœur. Elle est filmée, toujours par l'équipe de télévision. On la voit sortir de l'hôpital 5 heures plus tard pour être placée en garde à vue. En garde à vue, encore une fois, toujours suivie face aux enquêteurs, elle va
avoir un comportement assez incohérent, elle va râler quand on va lui retirer ses bijoux, et puis elle va avoir cette phrase qui va être déconcertante. Vous savez, en Suède, on dit qu'un accident n'arrive jamais seul. En général, au moins un autre le suit, voire deux. Le lendemain, Sabina passe devant un juge. Elle vient de passer la nuit en garde à vue. Elle est condamnée à 1 jour de détention pour obstruction à la circulation et violence sur officier de police. Mais étant donné qu'elle vient d'effectuer cette nuit en garde à vue, eh bien, elle est libérée. Elle est libérée sans même avoir été vue par un expert psychiatre. On la lâche dans la nature. Chose qu'on n'aurait jamais dû faire. Parce que juste après sa sortie, elle va errer dans les rues de Stoke-on-Trent, la ville où elle a été hospitalisée, à la recherche d'Ursula, à la recherche de sa jumelle. Elle porte un sac plastique blanc, fourni par la police, avec quelques affaires. Et encore une fois, son comportement est déroutant, dérangeant. Sur son chemin, c'est simple, elle invective les passants en quête de logement. Chaque personne qu'elle croise, elle leur saute dessus pour demander de l'aide. Elle essuie des refus, jusqu'à tomber sur un habitant du quartier, un certain Glenn Holinshed, un ancien ambulancier paramédical et vétéran de la Royal Air Force. Un gars sympathique, selon ses proches. Un gars qui a le cœur sur la main, selon ses voisins. Ce jour-là, eh bien, Glenn promène son chien avec l'un de ses amis, un certain Peter, lorsqu'ils croisent tous les deux la route de Sabina. Elle va leur parler, évidemment. Elle caresse le chien. Une discussion s'installe, la confiance aussi s'installe. Elle n'est pas méchante finalement, juste un peu perdue, c'est ce qu'ils se disent. Glenn a pitié de cette femme. Il voit qu'elle n'a nulle part où dormir. Il lui propose de l'héberger pour la nuit. Il lui propose aussi de lui faire à dîner. Peter, l'ami, va les laisser repartir tous les deux, non sans appréhension. Il sent que quelque chose cloche chez cette femme, il ne la sent pas. Quelque chose que Glenn n'a pas remarqué sur le moment, mais dont il va faire l'expérience le soir même, chez lui, avant le repas. Il remarque que Sabina, cette grande Suédoise blonde, scrute toutes les 2 minutes la fenêtre, avec ce regard vers l'extérieur. Elle lui parle de son mari violent, qui serait en train de la pourchasser. Elle propose à Glenn une cigarette devant la fenêtre, avant de la lui retirer précipitamment de la bouche, car, c'est ce qu'elle dit, elle pourrait être empoisonnée. Comme si Sabina était en psychose. La nuit se passe, la journée du lendemain aussi. Sabina est toujours là, chez Glenn. Elle végète à la recherche, toujours de sa sœur. Glenn est au courant que Sabina cherche sa sœur, alors il l'aide. Il se met à contacter les hôpitaux de la région. Et c'est dans la soirée que tout va basculer. Aux alentours de 19h40, le voisin de Glenn, un certain Frank, ouvre sa porte d'entrée parce qu'il a entendu quelqu'un gémir à l'extérieur. Et en ouvrant sa porte, il assiste à une scène terrible. Glenn vient de sortir de chez lui. Il a les mains en sang. Il hurle « Elle m'a poignardé, elle m'a poignardé ». Il s'effondre sur la pelouse à l'extérieur du bâtiment et succombe quelques minutes plus tard à ses blessures. Avant de mourir, il va glisser à l'oreille de son voisin, à l'oreille de Frank. « Prends soin de mon chien ». Au même moment, eh bien, Sabina prend la fuite en emportant avec elle un marteau trouvé chez Glenn. Et elle est enregistrée assez rapidement par une caméra de vidéosurveillance. On la voit en train de courir. Dans sa fuite, elle va croiser la route d'un motard et elle va tenter de le frapper avec son marteau. Elle finira sa course sur un pont de 12 mètres de hauteur, duquel elle saute. En arrivant en bas, elle se fracture le crâne et se brise les 2 chevilles. Elle sera conduite à l'hôpital dans un état très grave, mais en ressortira quelques semaines plus tard, en fauteuil roulant. Elle sera immédiatement placée en garde à vue et sera accusée du meurtre de Glenn Holinshed. Le 2 septembre 2008, soit quelques mois après les faits, Sabina comparaît devant un tribunal. Lors de son procès, son avocate plaidera le fait que Sabina a été victime d'une, je cite, « folie à 2 », c'est-à-dire d'un délire psychotique partagé entre elle et sa sœur. Selon l'avocate, ce serait même Ursula l'instigatrice de cette névrose, et Sabina ne serait donc que la victime de tout ça. Au terme de plusieurs semaines de procès,
Sabina Eriksson sera condamnée à 5 ans de prison. 5 ans qu'elle a purgé dans une prison pour femmes. Vous le savez, nous sommes en 2024, à l'heure où j'enregistre la vidéo. Elle est ressortie de prison aujourd'hui. Quant à savoir pourquoi Glenn a été poignardé, nous ne le savons pas. Et il est peu probable que nous ne le sachions jamais. Depuis sa libération de prison en 2011, Sabina Eriksson a totalement disparu des écrans radars. Où est-elle aujourd'hui? Que fait-elle? Personne ne le sait. C'est comme si elle s'était totalement volatilisée, peut-être est-elle totalement sortie de la société. Certains pensent qu'elle a rejoint une secte. De son côté, Ursula est rentrée aux États-Unis, ça, on le sait. Mais personne ne sait si les jumelles se sont revues et se sont retrouvées. Is she the one that speaks English or the other one? She's gonna run it. Oh no! Bitch! Oh Jesus! C'est la fin de cette vidéo. Vous le voyez, c'est une vidéo un petit peu plus courte. C'est une histoire donc qui m'a été partagée par une abonnée. Merci encore une fois à Noémie, le prénom de cette abonnée, de m'avoir transmis cette histoire que je ne connaissais pas, que j'ai découverte. Il n'y a pas 36 000 informations, comme vous le voyez, sur cette histoire. Je vous ai mis plein d'infos dans les sources pour que vous puissiez aller un petit peu plus loin, notamment sur les différentes théories qui ont été élaborées sur Reddit notamment, sur le comportement qui a soudainement changé de ces jumelles. Pourquoi le comportement a soudainement changé? C'est cette question, encore une fois, qui est mise en avant. Est-ce que il y a vraiment eu quelque chose qui s'est vraiment passé en Irlande avec le mari? On ne sait pas du tout ce qu'il est devenu des enfants également de Sabina. On ne sait pas d'ailleurs si les enfants ont revu leur mère. Tout ça est très étrange parce que c'est comme si en fait il y avait eu une certaine de bulle autour de tout ça. N'hésitez pas à me donner vos théories. Pourquoi elles ont eu un comportement étrange d'un coup? Pourquoi elles avaient autant de téléphones dans leur sac? Pourquoi elles protégeaient autant le contenu de leur sac? Est-ce qu'elles avaient d'autres ambitions? Est-ce qu'elles voulaient fuir le pays? Voilà, on ne sait pas. Surtout que de ce que dit la famille et aussi de ce que disent les différents dossiers médicaux, il n'y a pas d'antécédent de psychose chez les deux femmes. C'est arrivé d'un coup et en même temps. C'est ça qui est dingue. Peut-être qu'on aura un jour le fin mot de l'histoire, mais j'en doute. N'hésitez pas à me donner vos théories en commentaire. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut!